Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 56 du podcast de Traverser la frontière. Ici Mickaël et je suis heureux de vous accueillir pour une nouvelle interview centrée sur l'expatriation cette fois. Donc l'invitée du jour s'appelle Ambre et elle nous appelle depuis l'Équateur. Vous voyez, elle est quand même assez loin de la France. Et en fait, Ambre, elle a une histoire assez folle parce que suite à un coup de foudre à Paris, elle a décidé de tout quitter en quelques mois pour partir vivre en Amazonie équatorienne, donc en pleine jungle. Donc c'est clair que ça a changé depuis la jungle urbaine de Paris à la jungle, on va dire, naturelle de l'Amérique du Sud. Et donc dans cette interview, elle va nous expliquer ce qu'elle faisait à Paris avant d'être partie, pourquoi elle a décidé de tout quitter et comment elle a fait, parce que c'est pas forcément simple quand on a passé toute sa vie dans un même endroit, à quoi ressemble la vie du coup en Amazonie, quel est son bilan après 4 ans en Équateur, parce que ça fait maintenant 4 ans qu'elle est partie, et bien sûr une partie conseil pour vous aider si vous sentez que vous avez aussi envie de tout plaquer, de quitter et de partir vivre à l'étranger. Donc voilà, je crois que c'est tout et on y va pour l'interview avec Ambre. Allô Ambre ? Oui, allô ? Oui, tu m'entends bien ? Très bien, parfaitement. Tu vas bien ? Impeccable, et toi ? Ça va très bien. T'es où là ? T'es en Amazonie ou t'es à Quito ? Parce que je sais plus trop ce que tu fais. Alors, en ce moment, je suis à Quito. Je pars pas forcément tous les week-ends en Amazonie parce que c'est 3h30 minimum de route. Ça dépend aussi un petit peu de l'organisation de Sébastien, mon partenaire de vie. Et vu que maintenant je travaille absolument toute la semaine à la Condamine, du coup je suis à Quito un petit peu plus régulièrement qu'avant et je profite plus de Misaoi pour mes vacances. D'accord, ok. Bon, est-ce que tu peux, pour tous les gens qui écoutent, te présenter, me dire voilà qu'est-ce que tu fais actuellement en Équateur, quel âge tu as et nous dire un petit peu ton parcours de vie très rapidement, on va dire, sur ces dernières années. Avec plaisir. Alors, moi je m'appelle Ambre René, j'ai 37 ans, je suis partie en Amazonie, je suis partie en Équateur il y a bientôt 4 ans, je fêterai mes 4 ans début janvier. Je suis partie initialement à Misaoi, qui est en fait situé dans l'Oriente, c'est vraiment dans l'Amazonie. Donc on vivait en pleine jungle équatorienne dans un hôtel qu'a construit Seb. Et après 2 ans où j'ai senti que le fossé culturel je dirais que j'ai eu un vrai manque au niveau social, ouais. Et j'ai ressenti le besoin d'aller me rapprocher d'une capitale. Quito me plaisait, j'ai postulé dans un collège et lycée français, ce qui me paraissait être le plus simple pour moi par rapport à mon niveau de langue, et j'ai eu la chance d'être recrutée de suite. Du coup, j'ai fait la transition entre la jungle amazonienne et la capitale quiténienne, d'Équateur, Quito. Et je travaille maintenant depuis 1 an et demi en fait dans le lycée français de Quito, okay. Où je me plais bien. On a toujours gardé l'hôtel, on a trouvé une administratrice française et Sébastien fait des allers-retours où il gère un nouveau centre bien-être qu'on a créé ensemble sur la partie retraite chamanique. Et la majorité du temps, il est avec moi à Quito, où il est plus sur un développement de clientèle classique en thérapie. Moi, de mon côté, je développe le coaching où j'ai plutôt une clientèle française via Skype, justement. Okay. Et le décalage horaire faisant que c'est un petit peu compliqué, 6h ou 7h selon les périodes de l'année, là on vient de repasser à 6h, ouais. Je me consacre plutôt au coaching le week-end et à mon travail le reste de la semaine. Voilà. Juste en termes de précision, du coup, ton travail au lycée français de Quito, c'est quoi ? Alors, j'ai accepté le poste de secrétaire du proviseur adjoint. D'accord. Sur la collège et lycée, sachant que c'est une école qui démarre chez les tout petits en maternelle jusqu'au bac. C'est une école franco-équatorienne où il y a tout de même le bac équatorien en parallèle du bac français comme on le connaît, et on dépend de la UFE, donc
c'est vraiment les programmes de l'éducation nationale avec des profs expatriés, résidents et certains locaux. D'accord. Ok. Bon, on va faire un petit retour en arrière. D'accord? Parce que du coup, tu m'as dit qu'il y a 4 ans, donc t'es venu vivre en Équateur, donc en Amazonie, plus particulièrement. Et en fait, je voulais Ouais. savoir ce que tu faisais avant, parce que tu m'as dit que tu étais sur Paris, mais quel métier t'avais là-bas avant? Alors moi, j'ai travaillé pendant 10 ans en tant que responsable marketing et communication dans, alors au départ, les télécommunications, ensuite l'informatique, dans une très très grosse société informatique. Et ensuite, je suis devenue directrice marketing. J'ai changé pour intégrer une structure qui était toute petite, une petite SS2I, où là, j'ai 1 an en qualité de consultante marketing. Ok. Et mon désir de changer de domaine d'activité, à savoir l'informatique, les nouvelles technologies, Ouais. m'a amené à travailler en fait dans la mode. Donc là, D'accord. j'ai occupé pendant plusieurs années le poste de responsable marketing dans la mode, où j'ai touché un petit peu à la production. Mon goût depuis, je dirais, l'âge de 13 ans pour tout ce qui est thérapie, psychologie, fonctionnement du cerveau humain, des émotions, etc., ont fait que je me suis formée en parallèle en faisant d'abord un travail personnel et ensuite des stages sur des masterclass quantiques, par exemple, ou une formation de feng shui, des séminaires et des week-ends en reverse, etc. J'ai voulu, à un moment donné, m'installer en qualité de thérapeute sur Paris. Ok. Et j'ai demandé une formation, en fait, de coaching qui m'a été refusée dans un premier temps avec mon fonds GSIF. Et du coup, un bilan de compétences m'a été proposé. Donc, on m'a conseillé vivement d'accepter le bilan de compétences pour pouvoir attester ou non de mes capacités, de mon profil en adéquation avec tout ce qui est thérapie, accompagnement personnel, coaching. Et il s'est avéré que le bilan de compétences a abondé dans ce sens. Et au moment où j'ai terminé mon bilan de compétences, où j'étais vraiment motivée à me lancer en qualité de thérapeute, mais j'avais Mhm. des charges à gérer au niveau de mon appartement, j'y vivais seule, etc. La crise, comme on la connaît à Paris et même, enfin, je veux dire, j'ai envie de dire de manière mondiale, faisait que j'étais un petit peu frileuse de me lancer du jour au lendemain à quitter une sécurité financière pour lancer mon cabinet avec les charges que j'avais au quotidien. Ouais. Et en fait, à la bilan de compétences, 1 ou 2 semaines avant, il y a une opportunité qui s'est présentée à moi. Des personnes avec qui je travaillais sur des productions a décidé de quitter son poste. Et on m'a proposé ce poste-là. Donc voilà, j'ai postulé, ça a marché. Je me suis relancée dans un poste avant de partir en Amazonie de directrice de production. Ouais. Donc là, je travaillais avec une équipe pour construire les pages mode du catalogue de Leclerc, la grande distribution. D'accord. Et donc, rebelote, vie de dingue, on se Ouais. lève tôt, tard. Et je me suis dit, mais là, t'es plus du tout dans ce que tu avais imaginé faire. En parallèle, je voulais monter une société événementielle d'organisation de voyages bien-être avec des thérapeutes avec lesquels je m'étais formée et que je suivais de près. Elles étaient OK sur le principe, mais j'avais pas du tout de temps à consacrer avec mon nouveau job, cette formation, parce que c'était pas un job non plus qui m'était totalement familier. Ouais. Euh, et c'est là où, en fait, j'ai rencontré Sébastien. Alors, Et c'est ça a qui été... Sébastien? Parce que t'en as déjà Alors, parlé un petit peu avant et tout, donc donc sur Paris, tu le rencontres, c'est ça ou? voilà. Alors, en fait, entre mon job dans la mode et dans une agence de mannequins et ce dernier job que j'ai accepté à l'issue de mon bilan de compétences, j'avais envie, pour faire la transition, me poser, respirer, souffler, puis repartir sur pleine d'énergie. J'avais envie de me poser quelque part, de partir en vacances. J'avais un très bon ami designer qui m'avait parlé de cet endroit merveilleux qui était tenu par son frère. Donc j'avais regardé les sites internet. J'avais très envie d'aller là-bas, donc j'ai écrit à son frère Sébastien en lui disant, bah tiens, j'aimerais bien venir pour souffler un peu entre mes deux jobs. Et j'avais vu, en fait, bon, je savais
via l'Équateur qui avait la possibilité de faire des diètes chamaniques. Ok. Et je m'intéressais depuis très très longtemps à ce sujet-là. Je savais qu'en France, tout ce qui est diète chamanique, prise de plantes type ayahuasca, etc. est interdit. Donc je me suis dit, bah, tiens, c'est l'occasion ou jamais. Donc je lui ai écrit, on a échangé par mail, il m'a trouvé un chaman. Et malheureusement, dans ma négociation de poste, ma chef de l'époque m'a dit, bah, écoute, non, la personne qui doit partir et que tu remplaces veut partir au plus vite. Il y a un temps de formation sur ce poste, donc nous, on peut pas accepter ta demande de congé. Ok. Donc j'ai pas eu les 2 semaines que je voulais pour pouvoir aller en Équateur. Il a fallu que j'enchaîne directement ce deuxième poste. Donc mon projet de partir en Équateur, suivre une diète chamanique a été remis, quoi. Et Ouais. du coup, on a continué à échanger avec Sébastien par mail et il m'a dit, bah, écoute, voilà, vu que j'ai ma famille à Paris, tu connais bien mon frère, on se rencontrera certainement un jour où je viens visiter mes filles, puisque ces 2 filles vivent sur Paris. Je suis Ouais. ok, avec plaisir. Le temps est passé. Très peu de mois, finalement, peut-être. Ouais, faudrait que je refasse les calculs, mais bon, bref, quelques mois après, Sébastien m'écrit en me disant, bah tiens, je suis sur Paris, je suis avec mon frère, ce serait sympa qu'on se fasse une bouffe, quoi. Ouais. Donc je dis, bah, écoute, ouais, super. Et puis en fait, à l'époque, moi j'étais avec quelqu'un depuis peu. Et quand on s'est rencontré avec Sébastien, ça a été le big coup de foot, quoi, comme j'avais jamais Ah ouais? connu, vraiment. Et du coup, bah, je suis rentrée, j'ai dit, bah, c'est pas possible, faut que je mette un terme à avec laquelle voilà, j'avais commencé quelque chose. Sébastien m'a écrit le lendemain, c'est lui qui a fait le premier pas en me disant ce qu'il avait ressenti. D'un côté, c'est ce que je redoutais le plus parce que je me disais, mais c'est une folie, de toute façon, il vit à l'autre bout du monde. Et d'un autre côté, moi, j'avais ressenti un truc tellement fort que je me suis dit, bah, mais c'est magique. Ouais. Et, et puis, bah, tout s'est fait très vite parce que Sébastien repartait à peine une semaine après. Il avait prévu d'aller avec sa famille en Bretagne passer quelques jours et avec ses filles. Donc, du coup, on n'a même pas pu se voir sur cette période-là. On s'est revus dès qu'il est rentré. En fait, suite à notre rencontre, il partait le lendemain pour quelques jours. Donc, du coup, on s'est écrit, on s'est téléphoné, on s'est vu dès qu'il est rentré. On a essayé de profiter au maximum du peu de temps qui nous restait avant qu'il reparte en Équateur. Et là, quand il est rentré en Équateur, il m'a dit, écoute, moi, j'ai mon hôtel là-bas, ça fait plusieurs années. Je peux pas quitter mon hôtel. Mhm. Je peux pas le laisser, je peux pas. Il me dit, la seule chose que je puisse te proposer, c'est de me suivre. D'accord. Et moi, j'avais toujours mis ma vie professionnelle avant ma vie personnelle. J'ai jamais, voilà, c'était vraiment une priorité dans ma vie. Mhm. J'ai estimé d'une part que j'avais plutôt bien réussi dans le chemin de mes études et en même temps, je sentais, de par cette histoire que je viens de te raconter avec mon bilan de compétences et ma volonté initiale à partir, accompagner les gens et tout, que de toute façon, j'étais plus forcément sur mon chemin de vie, si je puis dire, quoi. D'accord. Donc j'ai dit, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre, j'arrive, quoi. D'accord. Donc du coup, en moins de... Donc il t'a proposé et du coup tu t'es dit en quoi, en quelques jours, quelques semaines que t'allais le rejoindre ou... Ah bah même pas, sur le coup, j'ai dit, écoute, laisse-moi y réfléchir, mais j'ai très envie. En 2 jours, ma décision a été prise et après, bon, ce qu'il a fallu, c'est gérer tout ce qui se doit se gérer quand on décide de quitter sa vie, quoi. Donc, Ouais. mon appartement, normalement, t'as un délai de 3 mois. Donc ça, on s'est rencontrés au mois d'octobre, le 23 octobre exactement. Lui, il est reparti le 1er novembre, parce que je me souviens, c'était un jour férié pour moi et j'ai pu le raccompagner à l'aéroport. Et j'ai négocié un départ en fait avec ma nouvelle boîte. Hein. Ça faisait à peine 6 mois que j'étais dans cette boîte, donc j'étais encore en Ouais. période d'essai. Et ma boîte m'a dit, bah, écoute Ambre, ouais, ok, tu pars. Donc j'aurais annoncé ça au mois de novembre. Mais sois cool, on s'attendait pas à ça. Il y a une production, en fait, vu qu'on gérait les productions, comme je te disais, des pages mode du catalogue Leclerc, tu as des productions qui se passent en France et d'autres à l'étranger. Et là, il se trouve que j'avais une production à Miami, ce qui tombait très bien, parce que Quito, c'est à 4 heures de Miami.
Donc j'ai dit bah ok, très bien, je fais la dernière prod avec vous, ce qui m'a emmené jusqu'au mois de janvier. Donc de mi-novembre, le temps vraiment d'annoncer à mon travail, ma famille, mes amis, de mi-novembre à janvier, j'ai pu tout combiner. Enfin, toutes les choses se sont faites de manière naturelle. Ce qui a été D'accord. un signe supplémentaire pour moi de me dire quand les choses doivent se faire, quand on écoute son cœur, tout roule, toutes les portes s'ouvrent finalement quoi. Ouais, donc du coup, Donc en 3 mois, t'avais lâché ton appart, ton travail, etc. quoi. T'avais... exactement, Ouais. moins de 3 mois, en 2 mois et demi, quoi. Alors, ce qui est quasi surréaliste, hein, parce que ma proprio, il a fait que je la prévienne. Normalement, tu fais que t'as 3 mois minimum pour quitter ton appart. Il se trouve qu'à cette période-là, ma petite sœur voulait absolument trouver un appartement dans Paris plus grand pour s'installer avec son copain. Et tu connais la difficulté à Paris pour t'installer, d'autant plus qu'elle est comédienne. Donc quand t'es comédien, t'as pas de fiche de paye qui vont bien pour justifier que t'es capable de payer ton loyer, etc., etc. Puis tu connais le prix des loyers sur Paris. Son copain de l'époque venait de trouver une place intéressante dans l'informatique, mais vu qu'il venait d'entrer, il était encore en période d'essai, donc ce qui est pas acceptable généralement pour les proprios. Moi, je m'entendais très bien avec ma propriétaire et j'avais toujours payé en temps en heure mes loyers, jamais eu de soucis. Plutôt même améliorer l'appartement en termes de peinture, décoration, etc. Mhm. Donc du coup, je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu es d'accord pour reprendre laisser l'appartement à ma petite sœur parce que je dois partir en Équateur et je me porte caution pour elle. Et du coup, elle m'a dit OK. Ce qui, pour moi, a été vraiment génial, aussi bien pour elle que pour moi. Mais j'ai envie de te dire, avec peut-être un avantage pour moi, puisque j'avais pas la possibilité en Équateur, c'est un peu compliqué. Quand j'ai appelé les sociétés de déménagement, ils m'ont dit, vous savez, c'est le genre de pays, on a des demandes pour rentrer, mais va pour y aller, quoi. Donc du coup, un container, c'était de la folie. Je savais que si j'en prenais un, je savais pas quand est-ce qu'il arriverait. Tout Ouais. le monde me le conseillait. J'ai pas une société de déménagement qui a été capable de me dire, OK, on partage un container puisqu'il n'y en avait pas. Ils m'ont dit à partager, vous pouvez attendre peut-être des années avant que votre container parte. Donc du coup, j'ai laissé tous mes meubles à ma petite sœur. J'ai vendu ce que je pouvais vendre. Je lui ai laissé en dépôt des choses auxquelles je tenais beaucoup, comme un vieux poêle de famille, des tableaux, des photos, puisque là-bas en Amazonie, t'as tout qui pourrit en permanence, que ce soit les livres, les photos, parce que t'as un taux d'humidité qui est énorme. Ouais. Et puis moi, je me voyais pas partir avec des milliards de valises d'un coup non plus, puis ça aurait été très Du coûteux. coup, t'es parti avec une valise, un sac à dos, t'avais pas grand-chose? Non, là, ce serait caricatural. Du coup, je suis partie. Du coup, bah pareil, vu que cette prod s'organisait à Miami, mon client voyageait en business, donc il avait le droit à beaucoup plus de valises qu'il n'en avait besoin pour la période de production qui était de 2 semaines de mémoire. Donc du coup, il m'a proposé d'emmener une partie des valises. Et tu sais, quand tu es en business, tu as le droit à plus de poids. Gros coup de bol après Miami, donc je m'attendais à payer très très cher mon surpoids de valise qui m'avait emmené lui et en business. Total, je suis tombée sur un mec à l'enregistrement qui me dit, mais vous savez que vous avez, alors je sais plus combien il y avait à l'époque, hein, ça date de 4 ans bientôt, tant de surplus de valises. J'ai dit, oui, oui, je sais, je déménage. Il me dit, bon, allez, ok, on va les faire passer. J'ai pas payé un centime. Donc vraiment le coup de bol incroyable. Et mes parents sont partis avant moi pour des raisons de santé de mon père. C'est vraiment une autre histoire. Et du coup, mes parents aussi m'avaient amené des valises supplémentaires avec eux pour le coup un surplus d'excédent de bagages quoi. Donc je Ouais. suis partie quand même avec pas mal enfin je suis arrivée bien installée quand même avec Ouais. mes vêtements, quelques effets personnels. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ces 3 ans et demi là, on retourne quand même 1 à 2 fois par an en France. Donc à chacun de mes voyages, je peux ramener des choses quoi. Et tu pensais à quoi quand t'es dans cet avion justement, bon, il y a Miami, Équateur, donc du coup tu avais quitté ta vie en France et t'étais prête à rejoindre l'homme de ta vie du coup. Et t'avais quoi en tête dans l'avion? T'étais genre excité, t'avais peur, c'était quoi tes sentiments? Après, je sais pas si c'est que dans l'avion. Dans l'avion, j'étais mais méga surexcitée. Vraiment, j'en pouvais plus l'idée d'arriver. Ça a été les 4 heures les plus longues de ma vie. Je crois qu'heureusement que je fais partie direct de Paris avec le long courrier. Mais non, je m'attendais à
vais pas dire à rien, mais volontairement, je m'étais pas trop documentée sur l'Équateur. D'accord. Vraiment, mon idée de base, quand je vous dis que le projet de partir là-bas en vacances était réfléchi, c'était vraiment autour de l'ayahuasca, point barre, quoi, des séjours chamaniques. Donc, je connaissais rien de l'Équateur, si ce n'est qu'il y avait des chamans qui proposaient ce genre de voyage. Et sinon, des doutes, si, j'en ai eu, mais pas forcément dans l'avion. J'en ai eu avant de partir, et je les ai partagés, alors pas spécialement avec ma famille, parce que même si ma famille a bien accueilli le truc, c'était un peu compliqué, puis c'était quand même très brusque, très brutal. En plus, j'avais jamais eu d'expérience avant à l'étranger, ni d'expérience Erasmus, ni d'expérience de départ particulier. Moi, j'ai suivi mes études bêtes et méchants en école de commerce. J'ai fait mon école de commerce en alternance. J'ai été embauchée dans la boîte dans laquelle j'étais. Je suis toujours restée quand même plus ou moins longtemps dans les boîtes dans lesquelles je bossais. Donc j'ai même jamais eu une période de chômage ou d'arrêt où je me suis dit tiens je vais voyager quoi. Non vraiment j'ai été la bonne Parisienne qui est dans son poste, dans son train-train, dans sa vie. Voilà, donc pas spécialement un goût de l'aventure incroyable quoi. Ouais. Et donc non, mes doutes ça a plus été à me dire mais tu te rends compte tu pars à l'autre bout du monde, super loin, avec un homme que tu as rencontré avec qui tu as eu une histoire super forte pendant quelques jours quoi. Donc quelque part je me trouvais un peu tarée quoi. D'ailleurs quand j'ai annoncé à ma sœur aînée que je partais en Équateur, je quittais la personne avec qui j'étais à ce moment-là, elle m'a dit mais tu partiras jamais. Je me dis, comment ça, je partirai jamais. Donc voilà, ouais, plein de doutes, plein de peurs, évidemment plein de peurs. Et puis pour quelqu'un qui a toujours bossé, comme je te dis, qui s'est jamais arrêté, là ça voulait dire je m'arrête, je prends du temps pour moi, je prends du temps pour mon couple, je vais découvrir. Mais je crois que j'avais même pas conscience. Même si Sébastien a quand même essayé de me prévenir à plusieurs reprises en me disant mais tu sais ici ça va te changer quoi, il y a rien pour sortir et je lui dis, mais non, mais t'inquiète pas. Il m'envoyait des photos quand même le midi quand il allait manger dans les petits boui-boui. Tu vois, toi, tu connais un peu l'Équateur pour y être allé. Les petits boui-boui pour manger, tu vois, à $3 ton poulet et ton riz, le même menu toute la journée. Il m'envoyait la place avec les petits singes. Et moi, je lui dis, mais non, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, ce qui a été merveilleux, hein. Pendant 1 an et demi, 2 ans, ça a été, j'ai vécu sur un nuage, quoi. J'ai pu me former, avoir du temps pour moi. Déjà, les premières semaines, je dormais, mais j'arrêtais pas de dormir. J'ai l'impression que j'avais besoin de récupérer des années de sommeil. Ouais. Donc, super zen. Je suis arrivée au paradis parce que le lodge qu'a créé Seb est toujours, enfin, c'est vraiment un endroit paradisiaque. Donc je me suis dit tiens, je suis pas là par hasard, c'est l'endroit idéal pour créer justement des voyages bien-être comme je voulais le faire à travers le monde, sauf que là maintenant c'est différent. Je vais me positionner en proposant un lieu unique et pas plusieurs endroits selon les thématiques du voyage. Ouais. Sur l'endroit, ce lodge-là, tu peux nous décrire parce que c'est quoi? C'est une sorte d'hôtel au milieu de la forêt. Ça ressemble à quoi en fait? Alors l'éco-lodge pour les blogueurs ou ceux qui m'écouteront et qui ont envie de découvrir le site, c'est www.hamadryade, HAMADRYADE / non même pas, hamadryade.com. C'est un endroit en fait que Sébastien il a vraiment tout construit de A à Z. Il a acheté 64 hectares sur une ancienne mine d'or. Okay. Et il a construit en fait un écolodge. Alors pourquoi écolodge? Parce que on a une piscine semi-écologique, on utilise l'eau de pluie pour l'eau des douches, même si ça reste tout confort et plutôt un hôtel positionné sur le luxe. On a seulement 5 cabagnas, donc en fait ce sont des bungalows très spacieux qui sont construits en bois avec terrasse, du confort, une bonne literie, des belles salles de bain, douche à l'italienne, etc. Et on a une capacité de 12 à 15 personnes. Pourquoi 12 à 15? Parce qu'on a un bungalow parmi les 5 qui est un bungalow familial avec un étage en fait. Okay. Voilà. Donc c'est vraiment un petit endroit de paradis et c'est sur cet endroit de paradis, après avoir essayé de commercialiser pendant quasiment 1 an des voyages bien-être pour en avoir finalisé qu'un,
Puis moi, je suis pas quelqu'un de patient du tout. En fait, je me rendais compte que l'endroit était idéal pour les gens qui ont envie de se poser, qui ont envie de trouver des réponses à leurs questions, qui ont envie d'aller en profondeur sur eux-mêmes, de faire un break avec les technologies. Parce que l'internet, c'est pas ça. Hein. On n'a pas de on n'a pas de possibilité d'avoir le Wi-Fi. On a internet un jour sur 4. Voilà. D'accord. Donc ça a été un peu compliqué pour moi. Et en fait, le principal frein dans ce projet que j'avais envie de mener, c'est que la plupart des thérapeutes en qui j'avais confiance, avec lesquels j'avais travaillé et que je savais à même de faire quelque chose de fantastique en termes de voyage bien-être, il y a eu le frein de la France. C'est-à-dire que la France est loin, donc les billets d'avion sont coûteux. Le lodge, comme je le disais par rapport à l'Équateur, on fait partie des prix les plus élevés par rapport aux hôtels de backpackers, etc. Et c'est pas forcément la clientèle qui a le plus d'argent qui va chercher des voyages bien-être. Donc il y avait l'hôtel, enfin le coût de l'hôtel plus le coût du billet d'avion plus les thérapeutes à payer et notre capacité d'hébergement qui était très restreinte. Donc quand je tapais sur des thérapeutes très connus qui sont capables de faire voyager 15-30 personnes, là on pouvait plus les accueillir au niveau de l'hébergement. Et dès que tu tombes sur une cible beaucoup plus réduite pour que les personnes puissent venir, parce que c'est pas des gens qui viennent forcément en couple. Donc même si on va jusqu'à 15 personnes sur un hébergement en lodge, tu peux pas forcément partager ton intimité quand tu vas chercher ce type de voyage. Enfin, voilà, il y a eu tous ces freins-là. Moi, j'ai toujours eu je vais pas dire une aversion, c'est un peu fort, mais j'ai jamais été douée en langue, on va dire. Donc l'anglais, ça n'a jamais été mon fort, l'espagnol non plus d'ailleurs en arrivant. Donc du coup, le marché américain qui aurait peut-être été le plus facile, ou même canadien sur une certaine partie, parce que tu as beaucoup de thérapeutes au Canada, c'était compliqué pour moi de les démarcher, parce que je connaissais pas les thérapeutes là-bas en plus, donc je connaissais pas leur sérieux. Et j'ai dit à Sébastien, vu que quand moi je suis arrivée en Équateur, évidemment, la première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir le fameux chaman que je voulais rencontrer 1 an avant, enfin même 6 mois avant. Et Sébastien a découvert l'ayahuasca en fait avec moi. Et du coup, il a tellement lui eu un coup de cœur, une rencontre avec cette plante que il a décidé de se former au chamanisme. Et aujourd'hui, il se dédie au chamanisme. Donc, on a créé nous notre centre de bien-être sur le terrain de l'hôtel, mais de manière isolée. C'est pas visible. Les clients de l'hôtel n'ont pas forcément accès au centre de bien-être. Où aujourd'hui, il anime, il crée, il construit des voyages chamaniques. Donc, soit pour des gens qui viennent chercher une expérience une fois, soit pour des gens qui sont vraiment en quête de guérison, par exemple, d'expériences plus profondes où là, ils viennent faire des cérémonies d'ayahuasca tous les 2-3 jours avec une diète alimentaire bien particulière. Moi, la première année, en fait, je me suis formée avec le temps que j'avais. Ambre, ouais. on risque de perdre les auditeurs si on va trop en profondeur sur le chamanisme, je pense. Ça marche. Alors, je t'écoute. Non, on pourrait faire, je pense, un podcast dédié à ça, donc c'est pour ça que je te dis... Avec plaisir. Du coup, je vais revenir sur toi, tes impressions durant cette première année, parce que t'es passé d'un monde à un autre, voilà, la vie à Paris, super occupée avec un boulot, etc., à une vie justement en Amazonie, qui était probablement beaucoup plus calme. Et je voulais savoir un petit peu quel était un petit peu ton bilan au bout d'1 an sur place. Alors, mon bilan au bout d'1 an. Je te dis, la première année, elle a vraiment été merveilleuse parce que Sébastien m'a emmené pas mal à travers le pays, visiter. On pouvait bouger pas mal chez des partenaires qu'on avait hôteliers. Donc, j'ai vraiment vu des choses sublimes. Hein. Un hôtel que j'adore près du Cotopaxi, qui était un ancien palais au mur Inca. Donc, je pouvais aller monter à cheval, ce qui est voilà une source de plaisir pour moi depuis très très jeune. J'ai découvert la côte où bon voilà moi je me ressource plus à la mer que dans la forêt, c'est plus mon élément. Donc je vais pas dire que la côte équatorienne est belle parce que c'est pas le plus bel endroit pour aller voir la mer, mais au moins tu te ressources et l'eau est chaude, donc c'est un vrai bonheur. Mindo avec
Mindo, Bagnos, avec ses cascades, avec toutes ces histoires de miraculeuses, d'eau sainte, d'apparition de la Vierge, etc. Donc vraiment une année où je te dis, j'ai pu me ressourcer, me reposer, découvrir des horizons nouveaux, vivre mon idylle avec Seb. Après, le bémol que j'ai rencontré, c'est qu'en fait, au moment où je suis partie, j'ai appris que mon père avait un cancer. Ok. Et je dirais que c'est le seul gros doute qui a fait qu'à un moment, j'ai dit à Sébastien, je peux pas partir, tu te rends compte, je viens d'apprendre que mon père avait un cancer et un stade avancé où aujourd'hui, il nous demande de pas de pas tenter quoi que ce soit avec la médecine traditionnelle qui de toute façon le condamnait, quoi. Donc il me dit, pour m'être renseigné sur la chimiothérapie, etc., j'ai pas envie d'accélérer mon cancer plus qu'il n'est déjà avancé. Donc moi à l'époque, vraiment ça m'a paniqué parce que j'avais un lien très fusionnel avec mon père, j'étais très très proche de mon père et quand j'ai dit à mon père, écoute, mais si tu veux je pars pas, il m'a dit si tu pars parce que tu le regretteras toute ta vie. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment émue, qu'il réagisse comme ça. Et vu qu'il avait pas envie de suivre la médecine traditionnelle et que mon père avait des dons depuis très longtemps, depuis que je suis petite, et il soignait beaucoup de gens de manière gratuite, bénévole, il le faisait avec son cœur en disant que de toute façon, s'il se faisait payer, il perdrait certainement son don et il croyait en toutes ces médecines parallèles. Et je lui ai dit, écoute, tu connais donc une de mes thérapeutes que j'ai eue et qui m'a justement ouvert les portes du chamanisme. Elle a été soignée à l'âge de 30 ou 35 ans d'un cancer qui avait été condamné par la médecine après 2 tentatives de chimiothérapie. Elle est partie au Pérou, elle a fait l'ayahuasca et moi c'est ce qui m'avait donné l'envie en fait depuis très longtemps d'aller tester l'ayahuasca suite à la lecture de ses romans. Et mon père a dit ok, très bien, je te suis. Et c'est la raison pour laquelle je te racontais tout à l'heure que mes valises étaient arrivées avant moi, c'est que vu la gravité du cancer de mon père, il est parti avant moi en Amazonie pour essayer de se faire soigner. Bon, voilà, ça a pas été marché comme on aurait souhaité, mais toujours est-il que lui, il a été ravi de cette expérience et certains des médecins, dont son médecin personnel qui était très ouvert à tout ça, l'a encouragé à aller dans ce sens-là et nous a dit après coup que ça avait certainement prolongé mon père dans sa vie. D'accord. Et durant ces 4 ans là en Équateur, outre cet épisode avec ton père, du coup, t'as jamais regretté d'être venu en Équateur? Enfin, t'as jamais eu de regrets par rapport à ça? Alors moi, je suis pas quelqu'un qui a des regrets déjà. D'avoir des doutes, que ce soit ma vie là-bas, si, clairement. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté l'Amazonie au quotidien pour venir vivre à Quito. De regrets, non, parce que vraiment, c'est magique, c'est chouette à tous les points de vue, au niveau personnel. Ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu vivre, les transformations que ça a opéré sur moi. Puis je pense que j'avais vraiment, c'était plus et c'est plus dans mes valeurs, le marketing. Après, c'est sûr que quand on est française, pas avec un bon niveau en arrivant de langue, toute la difficulté de trouver un travail, ce fossé culturel où j'ai quitté un monde où j'avais énormément d'amis et de copains sur Paris, de sorties, une vie très riche au niveau culturel. On passe du néant dans la jungle avec des indigènes qui parlent en plus leur dialecte et même pas forcément l'espagnol. J'ai eu des moments d'isolement terribles, vraiment, enfin terrible. Voilà, le mot il est fort, mais oui. J'ai eu et puis des expériences moi personnelles au niveau de la santé, pas très graves, mais qui ont fait que oui, si j'ai eu des doutes. J'ai eu des doutes, bien sûr. Maintenant, je regrette rien et je suis ravie là de partager ma vie entre Quito et Missawayi quand on y retourne le week-end ou pendant les vacances ou même la qualité de vie qu'on a ici. Je l'ai envie dans une belle maison qui est grande, dans une capitale. Quand je vois à Paris combien il faut travailler pour pouvoir prétendre vivre dans un appartement à peu près confortable, c'est pas du tout la même qualité de vie, quoi. Tu parlais de différences culturelles, du coup, c'était quoi les 2-3 différences les plus importantes entre la France et l'Équateur que tu as pu noter? C'est le jour et la nuit. Après, non, mais vraiment, déjà,
je le vois au quotidien avec mes amis ou des potes qui sont mariés avec une équatorienne ou des copines qui sont mariées avec des équatoriens ou des indigènes. Déjà, il y a des différences culturelles, c'est clair, mais sur la partie... donc l'Équateur, tu as deux populations. Quand tu vis à Quito, t'es plus en relation avec des Quiténiens qui travaillent, etc. Quand tu vis à Missawayi, t'as 80% d'indigènes. Donc il faut savoir que les indigènes, la majorité ne travaillent pas. Ils cultivent, donc ils cultivent, ça veut dire qu'ils mangent toute l'année la même chose, hein, de la yucca qu'ils font pousser, des bananes, ils se procurent un peu de tilapia, ils ont quelques subventions, ou au moment des élections ils sont un petit peu arrosés parce que les électeurs, je dirais, font en sorte de leur donner, c'est le dernier qui a donné, qui a parlé et qui aura raison et qui se fera élire. Donc voilà. Les hommes travaillent beaucoup moins que les femmes. D'accord. Après, il y a un gros problème d'alcoolisme dans les communautés. Et ça, pareil, de notre faute, hein, la faute des colons. Ils avaient des habitudes culturelles, par exemple, avec je suis en train de chercher le nom, je crois que c'est la chicha, c'est une plante que tu mâches et que tu recraches. Et ils ont l'habitude de boire ça dans les événements, ce qui est très peu alcoolisé. En fait, c'est la fermentation qui produisait ce phénomène. Et aujourd'hui, avec l'arrivée des colons, ils sont carrément avec la bière et le traigo. Donc, quand tu bois au même rythme ce qu'ils appellent la chicha que le traigo ou la bière, forcément, ça fait pas les mêmes effets. Et aujourd'hui, il y a un phénomène d'alcoolisme qui est énorme au sein des communautés indigènes. Donc ouais, voilà, le fossé culturel, c'est qu'ils ont pas la même, tu vois, par exemple, on va pas, pour finir rapidement sur les voyages chamaniques, un indigène, il va pas prendre l'ayahuasca, il va aller voir le chaman, il va te dire que s'il est malade, c'est parce il y a une rupture avec la nature. Un occidental, c'est aussi pour ça que nous, on fait en sorte de donner une autre approche, une autre dimension au chamanisme en ajoutant la dimension occidentale qu'on a pu recevoir, dans laquelle on a pu être baigné. Quand tu fais un travail sur toi, tu sais que tu as une responsabilité dans ton mal-être, ta maladie, peu importe, ce qui fait, qui te motive à aller voir un médecin tel qu'il soit, de manière un médecin traditionnel ou un médecin parallèle. Et un indigène te dira non, moi si je suis malade, c'est parce que on m'a jeté un mauvais sort ou parce que j'ai une rupture avec la nature, faut que je me remette en lien avec la nature. On n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes visions des choses. On n'a pas les mêmes coutumes. Tu vois, par exemple, le Nouvel An, moi, quelque chose qui m'a beaucoup touchée, et ça se perd malheureusement. Tu as une tradition qui fait que chaque commerçant du village, alors bon, c'est vrai pour tout le monde, hein, mais c'est plus visible dans les petits villages. À Missawayi, tu vas à minuit, tu as tous les petits commerçants qui écrivent une lettre en demandant pardon à une personne qu'ils auraient pu blesser pour avoir mal agi, pour avoir menti, pour avoir fait de la peine. Donc c'est un petit mea culpa sur papier et ils créent ce qu'on appelle des mannequins en fait empaillés et ils brûlent la vieille année pour brûler toutes ces choses-là et les faire disparaître. Okay. Moi, c'est quelque chose super touchant quoi. Voilà, après, bon, quand tu travailles dans un lycée comme moi à la Condamine, bah, tu essayes de mixer les fêtes, les fériados. Alors, on a certains fériés français, d'autres équatoriens. Pas tous, hein, sinon on ne travaillerait plus. Mais par exemple, à l'époque là, dernièrement, on a eu les Wawat Pan. Alors, c'est des petits pains avec le nourrisson, fille ou garçon, que tu manges. C'est très sympa. T'as la fanesca, je sais plus à quelle période. Alors ça c'est un truc aussi, sachant que toute l'année t'as le même temps en Équateur. Souvent t'as des repères mémoriels. En France, je me disais tiens, c'était la période de l'hiver, là de l'été, donc t'as à peu près des repères. Là j'en ai moins, le temps passe super vite. Et tu vois la fanesca, je serais incapable de te dire à quelle période c'est. C'est une soupe avec de la morue, avec des pois. Enfin c'est très très consistant. Et comme nous, on a la galette, voilà, ça fait partie des trucs culturels. D'accord. Équateur, quoi. Voilà. Ok. Je me demandais du coup, 4 ans après être arrivé en Équateur, si
Si tu devais revenir en arrière et dire qu'est-ce que tu changerais en fait? Est-ce que tu changerais quelque chose par rapport à toi, ce que tu as fait? Écoute, franchement, non. Non? Encore une fois, parce que j'ai pas de regrets. Mhm. Aussi parce que je trouve que dans la vie, je suis persuadée que tout est parfait. Alors ça peut choquer hein, quand je dis ça, mais tout est parfait. Je pars du principe où même si tu estimes en faisant un pas en arrière que tu as pu faire une erreur, bah, si tu l'as faite, c'est parce que tu avais besoin d'en tirer les leçons et de grandir, parce que je pense que toutes les expériences dans la vie font grandir. Et Mhm. s'il y a une personne que je remercie pour m'avoir donné cette philosophie, c'est Pascal Gaillatis, avec qui j'ai suivi justement pas mal des séminaires, un travail personnel. Un jour, je l'ai appelé en lui disant, voilà, je sais pas quoi faire, je doute entre deux postes. J'avais été chassée par un cabinet. Mhm. Et elle m'a dit, bah, si tu doutes, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ni l'un ni l'autre ne sont faits pour toi, mais si pour le moment tu es dans l'urgence et que tu as envie de partir, choisis celui dans lequel il y aura le plus de plus, tu vois. Mhm. Et elle m'a dit, de toute façon, dans la vie, il n'y a pas de mauvaise expérience. Et je crois que c'est vraiment un enseignement que j'ai gravé. Et je pense qu'il n'y a pas de mauvaise expérience. Donc je regrette rien. D'accord. Et donc tu dirais que ce voyage en Équateur a renforcé cette philosophie de vie? Ouais, clairement, parce que je commençais à me perdre quelque part dans l'univers un peu superficiel de la mode et je m'y retrouvais plus et je te dis mais le marketing c'était plus dans mes valeurs, j'avais pas passé le pas non plus de le courage. Enfin, après tu mets ce que tu veux derrière hein, de Mhm. m'installer en tant que thérapeute. Ouais, ça m'a vraiment transformée. Déjà d'écouter mon cœur, de d'avoir cette histoire d'amour avec Sébastien qu'on nourrit quotidiennement. Ouais, ça m'a transformée et pour rien au monde je changerais quoi que ce soit. Ok, ouais, c'est cool. Et, euh, et on rencontre, hein, quand on est en France, et t'as dû peut-être aussi l'avoir, des gens voilà, qui ont aussi ce boulot sur Paris ou en France et qui sont très pris et qui aimeraient bien se dire ok je quitte tout et je pars voyager ou je pars vivre à l'étranger etc. Mais qui ne le font pas pour plein de raisons. Et du coup je me demandais si tu avais des conseils ou des éléments de réflexion pour ceux qui auront peur de justement de plaquer leur boulot pour vivre à l'étranger. Bah écoute, moi vraiment la clé, c'est ce que je dis toujours, faut écouter son cœur. Quand il y a des potes qui m'ont dit, oh mais comment t'as fait? Moi j'aimerais bien et tout. J'ai dit, mais comment j'ai fait? Quel courage? Maintenant c'est pas du courage quoi. Je me suis écoutée, c'est tout. Après hier je lisais un article intéressant parce que cette année je me forme aussi avec la Belgique pour dans une spécialité en psy. Je lisais un article hyper intéressant d'une femme, je sais plus comment elle s'appelle, qui a écrit ce bouquin qui a cartonné. J'arrête de râler. Et en fait, elle te parle beaucoup dans un interview qu'elle a accordé après une de ses expos. Elle parle de la zone de confort. Et Mhm. en fait, je dirais aux gens d'abandonner, d'être un peu plus à l'écoute, de prendre conscience de ce qui est en dehors de la zone de confort pour aller dans la zone de génie, quoi. Parce que c'est sûr que si j'étais restée dans ma zone de confort, ma petite sécurité financière à Paris, mon job qui paye et tout, j'aurais jamais pris le choix d'aller en Équateur, ça c'est clair, quoi. Ouais. Euh, donc voilà, faut être à l'aise avec les doutes, faut voir l'échec comme étant un enseignement. Faut oser ceux qui prennent, enfin oser rencontrer ou fréquenter des gens qui osent prendre des risques. Je crois que Mhm. c'est ça aussi. Tu vois, c'est là où je dis j'en profite pour faire un grand bravo à ton site parce que bah, du coup, t'es pas obligé de les. C'est une manière de rencontrer ces gens-là. Et quand tu Mhm. dis bah eux ils ont réussi, pourquoi pas moi quoi. Ouais, c'est sûr. Quand je dis écouter son cœur, je crois qu'il faut être honnête avec soi quoi. Quand tu es Ok. honnête avec toi et que tu sais que tu as un appel, bah tu le suis et tu peux pas te tromper quoi. Mhm. Et puis encore une fois, s'il y a pas de mauvaise expérience, ben si tu as envie, tu y vas et puis tu verras bien quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Du coup, avant de se quitter, je veux savoir si tu avais un dernier mot à dire sur tout ça, sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé ou quelque chose qui te tient à cœur sur toute ton expérience que tu as vécu. Tu avais quelque chose à rajouter? Bah écoute, non, en 4 ans, en 40 minutes de 4 ans, c'est forcément, il y a plein de choses à dire. Ouais. Là, il y a rien qui me vient spontanément, si ce n'est que te remercier de m'accorder cette interview, si ce n'est de dire aux gens qui ont des doutes ou des questions que avec plaisir, je leur répondrai, que s'il y a des gens qui ont envie justement de faire un Skype avec moi ou commencer
un travail perso, bah, je suis toute oui et avec un grand plaisir de les rencontrer. Et puis te souhaiter une super bonne continuation à toi parce que tu es un modèle de réussite dans le genre de personnes qui savent prendre des risques, qui savent s'écouter, qui savent voyager, qui savent découvrir de nouveaux horizons. Je pense que de voyager à travers le monde avec un avion, à pied, son sac à dos, son vélo, peu importe, et de voyager de manière personnelle à travers soi, bah ça va ensemble, quoi. Mhm. Voilà. Bah, merci du compliment. Avec plaisir, merci. Et du coup, pour les auditeurs, on mettra tous les liens, que ce soit du lodge ou de ton site, pour que les gens puissent te contacter, etc. On mettra ça sur le C'est blog, parce adorable. que sinon ils vont jamais te retrouver. Et ben, un énorme merci. Je te souhaite une excellente continuation, plein de belles rencontres avec des gens comme toi ou comme nous, comme des gens causons et s'écouter et voyager et découvrir plein de belles choses. Ça marche. Merci beaucoup à toi, Ambre. Bonne journée du coup à Quito. Et puis à bientôt alors. Avec plaisir. Bonne journée, bonne continuation. Merci, Ciao. ciao. Et voilà, l'interview avec Ambre est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec elle, surtout son parcours et sa vie en Équateur. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cette nouvelle interview. Et n'oubliez pas que vous pouvez voter pour le podcast sur traverserlafrontière.com/iTunes. Donc en mettant une note ou en laissant un commentaire, ça prend quelques secondes, vous pourrez en fait permettre au podcast d'être découvert par beaucoup plus de gens. Donc voilà, merci beaucoup si vous le faites. Dans tous les cas, on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Ciao!